Salut les petits fous à la crème et bienvenue dans Criminorama, l'émission qui dresse le profil de personnalité des vilains de vos univers de fiction préférés. Avec Jérémy de la chaîne Va te faire suivre, on a décidé de choisir un film culte, en l'occurrence Predator, réalisé en 1987 par John McTiernan, et de vous en proposer plusieurs angles d'analyse psychologique. Et je vous invite à voir, voire revoir, l'épisode de Va te faire suivre, qui vous apportera un éclaircissement sur les notions souvent confuses de peur, angoisse, phobie et anxiété. Alors Jérémy est parti du postulat que le Predator représentait l'angoisse, et je partirai du même postulat. C'est la moindre des choses, non? Tu vas pas saper mon boulot comme ça? Non je vais me gêner, tiens. Et aujourd'hui, je vous invite à explorer les similitudes de fonctionnement entre l'individu et le groupe. Je fonderai donc mes interprétations sur les théories de Didier Anzieux, avec la notion d'imaginaire groupal, et de son élève René Caès, avec l'idée d'un appareil psychique groupal, reproduisant les fonctions d'un psychisme individuel. Et je tenterai de croiser ces théories avec la psychopathologie structurale de Jean Bergeret. Et moi, je viendrai foutre le bazar en me posant des questions qui fâchent. Youpi! Bon, lui, il va me prendre la tête. Alors en systémique, on désigne aussi bien les groupes que les individus par la notion de système. Donc j'emploierai ce terme pour désigner les deux à la fois. Mais alors, si le groupe reproduit le fonctionnement psychique d'un sujet, quelle est la structure psychologique de ce groupe de mercenaires qu'on suit tout au long du film? Alors si je me réfère à mon DSM, la réponse, je peux te la donner tout de suite. C'est une structure made in America, donc le symptôme principal c'est grosse pétoire et obligation de sauver le monde. Wouhou! Ça claque comme symptôme ça, non? Ouais, tout à fait exact. Ouais. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Pour étayer mon argumentation, je procéderai à quelques comparaisons entre Predator et un autre film racontant à peu près la même histoire, Alien 2, Le Retour. Faute! On ne dit pas Alien 2 mais Aliens, donc -2 pour cinéphiles blessés. Non, laissez-vous! Je procéderai donc à quelques comparaisons entre Predator et Aliens 2, Le Retour, réalisé en 1986 par un autre petit génie d'Hollywood, James Cameron. Aujourd'hui dans Criminorama, Predator, profil du groupe. Je vous rappelle que Jean Bergeret répartit les individus selon 3 principales structures: névrose, psychose et thalimite. Et on se réfère traditionnellement à 5 critères, c'est-à-dire 5 questions que va se poser le clinicien pour établir un diagnostic structural. 1. Quelle est l'instance dominante? 2. Quelle est la nature du conflit? 3. Quels sont les principaux mécanismes de défense? 4. Quel est le mode de relation d'objet? 5. Quelle est la nature de l'angoisse? Et pour une explication plus approfondie de ces 5 critères diagnostiques, je vous invite à voir, voire revoir, l'épisode de Va te faire suivre sur Aladdin. Donc, si on applique la psychopathologie individuelle au groupe, l'une des premières questions que l'on peut se poser pour déterminer sa structure, c'est quelle est son instance dominante? Chez le névrosé, c'est le surmoi qui domine la vie psychique, tandis que chez le psychotique, c'est le ça qui est au premier plan. Enfin, le psychisme de l'état limite est dominé par l'idéal du moi. Au début du film, on voit un général qui observe l'arrivée de notre groupe. Il incarne théoriquement les règles, les devoirs, les interdits et éventuellement les potentielles sanctions en cas de faute. Il est donc censé endosser la fonction de surmoi. Et puis, le Major Dutch, mais on l'appellera Arnold ou Gouvernator si vous préférez, vient à sa rencontre. Et on voit tout de suite que, face à lui, le général paraît tout petit. Arnold est tellement imposant qu'il déborde littéralement du cadre. Si on considérait que c'est le moi, on pourrait parler d'hypertrophie de l'ego. Ce n'est peut-être pas le moi, mais l'idéal du moi. Sigmund Freud avait d'ailleurs estimé que tout groupe se structurait autour d'un idéal du moi dans lequel une image paternelle à la fois toute puissante et bienveillante était investie, et Arnold incarne parfaitement cette théorie. Certes, mais selon Anzieux, l'idéal du moi groupal implique une idéologie de bon groupe et de bon chef, aliénante pour ses membres. Ce n'est donc pas la seule structuration de groupe possible. En tout cas, on peut supposer qu'effectivement, la présence d'Arnold va permettre aux autres composants d'avoir l'impression de former un bon groupe. Et devant cette présence écrasante, le surmoi admet sa propre faiblesse. Je n'y peux rien, moi aussi j'obéis aux ordres, Major. D'ailleurs, il ne suivra pas le groupe sur le terrain et enverra un représentant de son autorité, Dillon. Bon, ça veut dire qui? Ça veut dire que je pars avec toi. Mon général, mon équipe travaille toute seule. Vous le savez.
Dillon est incarné à l'écran par Carl Weathers, qui jouait le rôle d'Apollo Creed dans les 4 premiers Rocky. You don't stop this fight, no matter what. No matter what. Pour l'anecdote, l'idée de Predator a d'ailleurs germé après Rocky IV, suite à une blague d'un producteur estimant que Rocky était devenu tellement badass que s'il y avait un Rocky V, il faudrait qu'il se batte contre un extraterrestre. Putain, mais comment tu sais des trucs pareils? Ça, c'est parce qu'il y a un connard qui dit que je suis le meilleur. Dillon est perçu comme un intrus car il n'a pas accompli de rituel initiatique permettant l'appartenance au groupe. Et les autres membres vont bien lui faire comprendre. Jusqu'à ce qu'il prouve son mérite par des actes conformes aux valeurs groupales. Il devient donc le bouc émissaire. Et si le groupe rencontre des problèmes, on peut déjà supposer que les autres membres l'en tiendront responsable. Arrête de déconner, Fasteneux. J'en ai rien à foutre que tu sois un ponte. Si on nous repère, ça va être ta fête. Je te pète la nuque entre les doigts et je te laisse crever. Alors fais gaffe. Et oui, la psychologie sociale regorge d'exemples où la psyché du groupe fonctionne comme un corps, donc chaque nouvel entrant doit faire face aux défenses immunitaires des cellules existantes. Nom de Dieu, c'est la merveille. En systémique, on dira que c'est le patient désigné, le porteur des symptômes. Il est à la fois perçu comme un mauvais objet par les autres, non conforme à l'idéologie du bon groupe, tout en permettant paradoxalement au groupe de se souder davantage contre lui. Le patient désigné assure justement la cohésion du groupe à ses dépens. Si on l'applique au fonctionnement individuel, cela traduit l'auto-agressivité, la part de soi que l'on ne veut pas accepter. Tu nous as expédié tous les 6 au massacre avec un roman à la con. Dillon est d'ailleurs investi d'une mission cachée, contraire aux valeurs collectives, un peu comme le ferait un mécanisme de défense appelé le clivage du moi, qui permet aux pulsions inacceptables de s'exprimer, tout en évitant un conflit avec l'instance dominante, Arnold. Je vois que t'as bien changé, Dillon. Jusqu'ici, moi, j'avais confiance en toi. Je me suis réveillé. Dans Alien 2, le retour, Aliens. dans Aliens de James Cameron, l'équivalent d'Arnold, c'est le sergent Apone. C'est le leader car, bien qu'il ne soit pas le décisionnaire à la tête du groupe, il incarne une autorité naturelle et représente un modèle pour l'ensemble de ses membres. Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal's a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps. C'est donc l'idéal du moi groupal. What do you want me to do? Fetch your slippers for you? Gee, would you, sir? I'd like that. Look into my eye. Fall in, people. Come on, let's go. Mais le groupe de Marines d'Aliens présente d'emblée une différence fondamentale. La présence de Ripley. I have a class 2 rating. Elle occupe clairement la fonction de surmoi groupal. Be my guest. Elle s'impose en permanence pour défendre la morale. Look, man, I only need to know one thing. Where they are. Elle est là pour empêcher les dérives pulsionnelles, notamment en rappelant aux membres du groupe qu'ils ne sont pas tout puissants. Are you finished? Elle n'est pas en position d'autorité, mais il lui arrive quand même de prendre les commandes si elle estime que le moi est trop envahi par le doute et le manque de confiance en soi pour parvenir à prendre une décision nécessaire. Ripley, what the hell are you doing? Rien que par sa présence, on devine déjà que des conflits insolubles éclateront à l'intérieur du groupe. Bref, le groupe d'Aliens reproduit les fonctions psychiques d'un névrosé dominé par le surmoi, tandis que le groupe de Predator est dominé par l'idéal du moi, et donc plutôt une structure état-limite. Mais alors, quelle est l'identité, l'enjeu du psychisme que symbolise ce groupe ? On a rapidement l'information, puisque Arnold nous l'explique par une belle dénégation. Moi, j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon rayon. Vous constaterez qu'il est plutôt balèze en assassinat pour quelqu'un dont ce n'est pas le rayon. Bon. Cette mission, c'est quoi? Donc en gros, il nous apprend que c'est un assassin qui a besoin de se percevoir lui-même comme un sauveteur pour conserver une bonne image de soi. Aiguise-moi ça. Les otages doivent être dans la cabane! J'emploie le terme de dénégation car il nie sa pulsion de meurtre, incompatible avec son idéal de lui-même. Toc toc. Mais s'il conserve cette image de soi après avoir réellement commis un meurtre, alors on pourra parler de déni. Le déni de la réalité. Moi, j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon rayon. La dénégation est un mécanisme de défense plutôt névrotique, tandis que le déni est plutôt psychotique.
Ici, je souhaite faire une petite parenthèse en rappelant que la dénégation est d'ordre du symbolique, alors que le déni dont tu parles fait référence à un acte réel. Donc dans ce cas, on peut clairement valider le déni de la loi symbolique, ce qui n'est pas très névrotique du coup. C'est très joliment dit. Par contre, je sais pas vous, mais moi j'ai rien compris. Ce que je veux dire, c'est que Schwarzy, lorsqu'il dit « Moi j'ai une équipe de sauveteurs, l'assassinat c'est pas mon rayon », il fait une dénégation. Pour passer à l'acte meurtrier avec les guerrieros, il est dans le déni de la loi symbolique qu'il avait lui-même énoncée. Et c'est très différent. Selon Anzieux, tout groupe se construit sur un fantasme sous-jacent qui le spécifie. En l'occurrence, ici le fantasme collectif pourrait se traduire ainsi: nous sommes un bon un groupe altruiste, qui sauve les gens grâce à notre chef super badass, qu'on admire car il incarne un modèle idéal. Eh bien figurez-vous que ce fantasme spécifique, relativement fréquent dans les groupes, est la définition même de ce qu'Anzieux appelle l'illusion groupale. Mac! Hey, aucune trace de l'autre otage? Si, on l'a retrouvé. Ils l'ont tué aussi. Donc l'enjeu de notre groupe est clairement exprimé. Comment commettre des meurtres, tout en conservant une bonne image de soi, sachant que cette image doit correspondre à un idéal. Beau boulot, Mac. Et c'est justement le rôle de Dylan! le mauvais objet interne. Sale petit enfant de putain. Grâce à sa fonction de clivage, la bonne partie, idéalisée du moi groupal, une équipe de sauveteurs, est préservée de la mauvaise, une bande d'assassins. Ça te suffit? J'ai peur de t'esquinter le poignet. Le clivage du moi groupal assure la préservation de l'idéal narcissique. J'ai utilisé cet outil au mieux de nos intérêts. Alors, tout individu a des enjeux narcissiques. Je suis pas un outil qu'on met à la ferraille. Mais chez un état limite, cet enjeu implique dans l'imaginaire la capacité d'accomplir des prouesses et de posséder des aptitudes rares. Être supérieur aux autres. C'est à l'armée régulière de les récupérer. Pourquoi faire appel à nous? Parce qu'il y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Et c'est justement ce qu'on entend par la formule d'hypertrophie de l'ego. Merde, qu'est-ce qu'il faut? Alors bien sûr, si un sujet obtient réellement des succès importants, il est légitime d'en être fier. Mais selon Jean Bergeret, les états limites obtiennent rarement des résultats exceptionnels. Ce qui importe, c'est bien l'image de soi et non la réalité. Et donc, face à une réalité qui ne serait pas conforme à cet imaginaire, l'organisme va développer des mécanismes de défense. Il y a de la monnaie à rendre. Alors supposons que nos mercenaires représentent chacun un ou plusieurs mécanismes de défense contre l'angoisse, le Predator. Ah ça y est, t'es d'accord sur le fait que ce soit de l'angoisse maintenant? Non mais j'ai jamais dit le contraire. J'ai juste dit que j'allais pas me gêner pour saper ton boulot. On n'a pas tout de suite l'identité de la plupart de ces mécanismes inconscients. On sait juste qu'ils sont disponibles et qu'ils seront probablement utiles en situation de danger. La plupart d'entre eux sont réactionnels, mais certains d'entre eux sont activés en mode veille. Et il y en a deux qu'on peut facilement identifier dès le début du film. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Hawkins, incarné à l'écran par Shane Black, qui n'est autre que le réalisateur du prochain Predator en 2018. Ça n'existe pas, il n'y a jamais eu d'autres Predators, ça n'existe pas. Hawkins passe le plus clair de son temps à raconter des blagues. Hey Billy! Il incarne donc l'humour. Billy! Écoute ça, c'est le mec qui va chez sa poule et il lui dit: t'aurais envie d'une petite minette? Et elle dit: et comment? Ouais, la mienne est comme un garage! C'est l'un des 5 mécanismes considérés comme particulièrement matures, car ils permettent un haut niveau d'adaptation à la réalité. Tu connais celle-là? Le mec est en train de brouter sa nénette. Et il lui dit: merde, il est énorme ton minet. Merde, il est énorme ton minet. Et elle dit: mais pourquoi tu le dis 2 fois? Et il dit: je l'ai dit une seule fois. On le retrouve donc plus fréquemment chez les organisations névrotiques. C'était juste l'écho. Mais parfois aussi dans les autres structures, notamment les organisations perverses sous la forme du cynisme. Le diagnostic semble se préciser. Les autres mécanismes de défense matures sont la sublimation, l'altruisme, la répression et l'anticipation. Merci. Mais un second personnage nous dévoile son identité bien avant l'apparition de l'angoisse. C'est Blaine, incarné à l'écran par Jess Ventura, un ancien catcheur, qui deviendra ensuite gouverneur du Minnesota. C'est le membre du groupe qui a le plus gros fusil. Allez, pique-moi ce salaud! Il représente la toute-puissance phallique. Autrement dit, un mécanisme de défense appelé le triomphe sur l'objet. Il permet au système de se sentir invincible, voire immortel. À nous! Il fait partie des mécanismes de défense immatures, qu'on retrouve plus fréquemment chez les structures psychotiques,
mais aussi chez certains états limites et notamment les organisations perverses. Cette saloperie s'est cachée là-dedans comme un morpion cul. T'es touché? Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. Vous noterez également que l'équivalent de Blaine dans le film Aliens est une femme, Vasquez. Eh oui, dans Aliens, c'est une femme qui a le plus gros pénis. Hey Vasquez, have you ever been mistaken for a man? No. Have you? Bref, on voit bien que le leader et le bouc émissaire ne sont pas les seuls rôles assurant la cohésion du groupe. Et on peut supposer que la santé du collectif dépendra également de sa capacité d'adaptation à l'environnement. De la même manière que la maturité des mécanismes de défense d'un individu permettent son adaptation à la réalité. Tous en piste, les clowns! Donc fort de ces mécanismes de défense super efficaces, notre système en rencontre un autre et le massacre, la fleur au fusil, sans éprouver la moindre peur ni le moindre remords. Autrement dit, ils ne sont pas soumis à l'angoisse de mort ni à l'angoisse de castration. Maniez-vous, les gars! Rien d'étonnant pour une équipe de sauveteurs finalement. Putain, elle est magique celle-là, bien jouée. Merci, professeur Galen. Et puis, un autre élément commun à Predator et Aliens intervient juste avant la véritable exposition à l'angoisse. L'introjection d'un objet extérieur au groupe. Une fille, sans défense, représentant la fragilité narcissique du système. Oh merde! Une petite faille narcissique qu'il s'agira désormais de protéger. Ça va mieux? En fournissant un nouvel objectif au système, elle permet de maintenir sa raison d'être. La fille vient avec nous, elle peut être précieuse. Pour Ripley, c'est un enjeu altruiste, devenir maman, mais l'enjeu protecteur d'Arnold est bien plus égocentrique. C'est ton bagage. Si tu perds du temps, démerde-toi tout seul. S'il parvient à sauver cette femme, Va l'hélicoptère! il pourra conserver une identité de sauveteur conforme à son idéal groupal, C'est pas dans la poche. malgré les meurtres commis par son équipe et l'échec de leur mission de sauvetage. Opération simple. 1 jour maximum. Il faut repérer l'hélico, suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière pas vu pas pris et personne saura qu'on était là. On se retrouve donc avec un objet externe dont la fonction est réduite à soutenir le moi. L'autre est utilisé par ce moi pour conserver une bonne image au plus près de l'image idéalisée, sans quoi ce serait l'effondrement narcissique. Vous noterez que lorsque l'angoisse invisible déboule et commence à massacrer tous nos petits mécanismes de défense un par un, la première chose que perd notre système, c'est son sens de l'humour. Mais c'est véritablement après la mort de Blaine, le triomphe sur l'objet, et donc la perte du sentiment de toute puissance, que le système va prendre conscience de sa vulnérabilité et décompenser. La décompensation, c'est la manifestation de la pathologie. Elle se produit quand les mécanismes de défense sont insuffisants pour lutter contre l'angoisse. Et là, l'angoisse, c'est l'angoisse de perte d'objet. Quoi, perte d'objet? Qu'est-ce qu'il y a, perte d'objet? Cet objet si important pour soutenir les défaillances du moi. Genre quoi, c'est le mec, il retrouve pas la clé de sa bagnole? Cet objet qui vient combler le sujet dans ses failles. De toute façon, moi j'ai jamais rien compris à cette histoire de perte d'objet. Cet objet, qu'il soit celui qui manifeste la force, comme les muscles ou les armes, celui qui nous permet d'imaginer qu'on fait le bon boulot, ici sauver la femme, ou encore celui qui nous fait sentir mieux réadaptés, comme le sens de l'humour par exemple, c'est perdre ces objets qui sont autant de prothèses du moi qui font ici décompensation. Oui, tu dis ça parce que c'est un état limite, mais bon, excuse-moi, un extraterrestre avec une gueule de vieille chatte qui n'attaque pas les femmes désarmées et massacre tout ce qui est un gros fusil... Non, laisse ça. Si t'as pas tué, c'est parce que t'étais pas armé. Y avait pas de sport. Si c'est pas une angoisse de castration, ça... qu'est-ce que c'est? Non, l'angoisse de castration, c'est l'angoisse des névrosés. Tu l'as dit toi-même, ces mercenaires peuvent commettre des meurtres sans culpabiliser. Ils ne sont pas soumis à la castration. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors c'est quoi l'angoisse de perte d'objet? C'est une angoisse abandonnique? L'angoisse de perte d'objet, en vulgarisant un max, ce serait le fait qu'un objet qui tient une place majeure dans la psyché du sujet, par exemple un objet qui colmate une faille narcissique ou un objet qui part, voire qui fait barrage à une angoisse plus forte, cet objet donc serait vécu comme tellement important et irremplaçable par l'inconscient du sujet qu'il serait terrorisé de la perdre, ou alors il aurait la croyance inconsciente qu'il s'effondrerait littéralement sans cet objet-là. Arrête!
En fait, moi j'ai l'impression qu'en fonction du moment du film, le Predator incarne différents types de menaces. D'abord le morcellement, puis la castration. Mais le groupe, lui, n'est véritablement atteint et fragilisé que par les angoisses de mort et effectivement de perte d'objets. Bref, finalement, le système se retrouve totalement vulnérable, il ne peut plus affronter ni éviter l'angoisse avec ses mécanismes de défense habituels. Mais ce groupe, réduit à une peau de chagrin, n'a pas encore joué sa dernière carte. Arnold. Il ne me voyait pas. Il incarne alors un ultime mécanisme de défense, l'identification. On parle aussi d'identification projective ou encore d'identification à l'agresseur, et dans ce dernier cas, cela consiste à devenir l'agresseur afin de retrouver un rôle actif dans une situation de frayeur qu'on a vécue de façon passive. Ça explique par exemple pourquoi les enfants vont jouer au docteur. Pour exorciser leur peur du médecin, ils prennent sa place. Bref, vous voyez là que Arnold inverse les rôles. Il devient le prédateur invisible, ce qui lui permet d'affronter et de vaincre son adversaire. Pour ma part, je vois aussi ça comme la capacité du sujet à se débarrasser de ses mécanismes de défense inadaptés. Un mécanisme de défense, s'il ne défend pas ou pas assez bien, doit faire place à la créativité du sujet pour en échafauder de nouvelles qui, elles, fonctionneront pour le sujet au sein de son environnement. Ah mais oui, et c'est la différence entre les mécanismes de défense, inconscients, et les stratégies de coping, conscientes. Le travail d'une thérapie, quoi. Cette promotion de la psychothérapie vous est offerte par Va te faire suivre. Et oui, la plupart des méthodes de psychothérapie ont en commun l'objectif de développer les ressources psychiques conscientes. Donc en résumé, ce groupe fonctionne à l'image d'un sujet état limite, avec en option des éléments narcissiques, pervers et psychopathiques. C'est un pléonasme pour ce qui concerne l'état limite. Oui, il aurait pu être aussi dépendant, évitant ou parano. Mais là, il est surtout mégalo. Et on se rend compte que dans son fonctionnement, il est pas si différent que ça de son adversaire, le Predator. Contrairement à l'extraterrestre d'Aliens, dont les préoccupations sont essentiellement d'ordre biologique, la reproduction, le Predator est principalement animé par des enjeux narcissiques, prouver sa valeur au combat. C'est une sorte de méta-prédateur, un prédateur de prédateurs, un peu comme Dexter Morgan par exemple. Le groupe présente donc de nombreuses similitudes de fonctionnement avec son adversaire, et c'est ce qu'on appelle l'homologie fonctionnelle. Et on peut faire le même parallèle avec Ripley et la Reine des Aliens. Toutes les deux ont pour principale préoccupation d'être maman. L'homologie fonctionnelle est d'ailleurs un phénomène qu'on observe fréquemment dans les institutions psychiatriques ou psychoéducatives, une similitude de fonctionnement entre l'institution et la pathologie traitée. Le groupe de soignants fonctionne à l'image des patients qu'il prend en charge. Voilà, c'est la fin de cette analyse de psychopathologie groupale. N'oubliez pas de nous encourager avec des petits pouces levés, le véritable salaire des petits youtubeurs qui n'ont pas peur des grands, et de vous abonner aux chaînes Psychorama et Va te faire suivre. Je vous invite également à consulter les excellents épisodes de Psycho Quoique sur la saga Alien, ainsi que la vidéo de la Psychothèque sur les homologies fonctionnelles. Pour info, je bosse actuellement sur un projet de sensibilisation et de formation à l'analyse transactionnelle, mais c'est un gros boulot. Alors, j'espère pouvoir en diffuser les premiers épisodes le plus vite possible. En attendant, prenez soin de vous, mais pas trop.